Bonjour à tous. Chaque pays, chaque peuple tire son origine d'un mythe, une légende, une histoire ancienne, et c'est au travers des paroles du village qu'on vous introduit l'histoire du tout premier empire africain. L'un des royaumes les plus prospères, florissants et riches, appelé le pays de l'or, l'empire du Ouagadou ou encore l'empire du Ghana. La légende veut que le protecteur du pays était un homme serpent nommé Ouagadou, fils d'un ancien chef et de la fille d'un génie. En échange de sa protection, lors de la fête qui le célèbre pendant les premières pluies, il exigeait chaque année une belle jeune fille vierge. Le pays fut prospère jusqu'au jour où un certain Mamari Sako tomba amoureux d'une jeune fille, Sia Yatebari. Mais malheureusement, c'est cette dernière qui fut choisie en raison de sa beauté pour être offerte en holocauste. Le jour du sacrifice arriva, Mamari Sako, armé d'un sabre soigneusement aiguisé, se plaça près du trou par où devait sortir le dieu serpent. Lorsque celui-ci avança la tête pour contempler sa victime, Mamari lui trancha le cou. Puis les deux amants s'enfuirent sur un cheval. Mais la tête, au lieu de tomber, s'éleva dans les airs, en disant « Tu as détruit le Ouagadou. Pendant 7 ans, il ne pleuvra plus, car la pluie que je faisais tomber sera désormais transformée en or, et le pays n'en profitera plus. » Après cela, la tête s'envola et disparut. Depuis ce jour, la contrée fut la plus riche en or, mais la prédiction se réalisa. Pas une goutte d'eau ne tomba pendant 7 ans. Histoire insolite, n'est-ce pas? Voilà la légende du dieu serpent. Une histoire qui a façonné la culture et la spiritualité de cet empire. Mettons de côté les mythes et revenons-en aux faits historiques, en voyant ensemble la création de celui-ci. Sa fondation remonte au IIIe siècle. À l'origine, ce serait le peuple soninké, peuple de commerçants vivant au sud du Sahara, qui s'est installé dans la région afin de créer un royaume. Puis en 706, au 8e siècle, le roi Ouagadou, le célèbre conquérant Kaya Magan Cissé, en ayant vaincu et ayant rallié les tribus et villages aux alentours, fut à la création du Ghana. À son apogée, vers la fin du Xe et début du XIe siècle, il se situait entre la Mauritanie, le Mali et l'est du Sénégal actuel. Mais pourquoi le nom Ghana? Eh bien, avant d'entrer dans le concret, il serait bien de définir d'où vient ce nom Ghana, à ne pas confondre avec le Ghana actuel situé entre le Togo et la Côte d'Ivoire, qui géographiquement et culturellement diffère de celui-ci. D'après les historiens, Ghana est le nom que portaient les rois de ce peuple, d'où le nom Empire du Ghana, qui vient du soninké Nwana, qu'on pourrait traduire par héros. Mais les habitants du royaume, selon la tradition orale, employaient plutôt le terme Ouagadou, qui signifie pays des troupeaux. Afin de mieux connaître un peuple, il serait bien de savoir en quoi il croit, ce qui les transcende. La spiritualité qui imprégnait l'Empire du Ghana, c'était la religion animiste. En fait, l'on croit en un créateur unique qui a insufflé un esprit en toute chose, animé ou non, ainsi que le culte des ancêtres qui est très important également. Les habitants du Ghana pratiquaient une forme de religion traditionnelle qui incluait des rituels, des sacrifices et une croyance en des divinités protectrices. Le roi du Ghana était considéré comme un intermédiaire entre les dieux et le peuple, garantissant une prospérité et la sécurité de l'empire. Les croyances magiques sont généralisées. Cependant, dès le 8e siècle, d'importants contacts sont établis avec les musulmans, par le biais des échanges commerciaux. Cela entraîne une islamisation partielle de l'empire. Animistes et musulmans cohabitent sans souci et prennent des directives au sein de la cour royale. Le Ghana était porté par ces religions de manière bicéphale, en ayant comme symbole sa capitale, Kombi-Salé, qui était constituée de 2 agglomérations, une animiste et l'autre musulmane, possédant jusqu'à 12 mosquées. La cour royale ne s'est cependant pas convertie, choisissant de conserver les pratiques religieuses traditionnelles. Maintenant voyons ce qui faisait la grande fortune du royaume. Le Ghana a prospéré grâce à son commerce florissant, notamment l'or, le sel et d'autres produits précieux.
Les routes commerciales du Ghana étaient parcourues par des caravanes transportant des marchandises jusqu'au marché méditerranéen. Cette prospérité a permis au Ghana de devenir un empire puissant et riche. Il connaît un important essor commercial dès le 8e siècle, grâce à l'intensité des échanges transsahariens, contrôlant les routes qui reliaient le nord de l'Afrique au sud du Sahara. Les marchands musulmans venaient pour 3 marchandises principales: de l'ambre, de l'or et des esclaves. En échange de produits manufacturés tels que du textile, des bijoux, des outils, du blé, mais également des chevaux et des chameaux. Le roi, lui, menait une vraie politique économique, car il prélevait 1 dinar d'or sur chaque étranger qui rentrait dans le pays, et 2 dinars pour tous ceux qui souhaitaient en sortir, avec de la marchandise. Ces échanges constituaient les débuts de l'expansion et de la prospérité du Ghana. Qui dit richesse, dit abondance. Cette prospérité facilite le développement d'une population, et donc des métiers émergèrent, avec les forgerons, potiers, vanniers, et plus tard cordonniers, tisserands et teinturiers. Pour le commerce, en plus du troc, plusieurs moyens sont utilisés. Le sel, des barres de cuivre, la poudre d'or, le dinar d'or, mais la plus courante, c'est le kauri, qui est une monnaie commune dans l'Empire. En fait, c'est un coquillage léger, non périssable et facile à transporter. Le pays de l'or tirait sa puissance des régions aurifères. La principale zone était Bambouk, située dans une zone montagneuse entre le fleuve Sénégal et le fleuve Falémé. Le pays faisait donc figure d'Eldorado pour les Arabes et Berbères. Le Ghana était également réputé pour son architecture et son art. Les villes du Ghana étaient dotées de structures en terre, de palais imposants et de mosquées magnifiques. Les artisans du Ghana étaient réputés pour leurs objets en or et en bronze, témoignant du talent et du raffinement de la civilisation ghanéenne. Les rois du Ghana étaient considérés comme les descendants directs de la divinité Ouagadou, ce qui leur conférait un pouvoir et une légitimité suprême. Véritable incarnation de la divinité, il est responsable aussi bien de l'ordre naturel, fertilité, fécondité, que de l'ordre politique. Le souverain, il portait le titre de Kayan Magan, c'est-à-dire maître de l'or. L'empire était divisé en provinces et royaumes qui dépendaient tous de l'empereur. En dessous de lui, un conseil de 12 patriarches, de ministres, trésoriers et interprètes, choisis en fonction de leurs connaissances et leur personnalité, avec lequel ils se réunissaient et prenaient des décisions avant d'en faire part aux différents chefs de clan. Parmi eux, des fils de souverains des peuples voisins, afin d'assurer leur loyauté. Chaque matin, le souverain sortait à cheval accompagné de tous ses officiers et faisait le tour de la capitale, s'arrêtant pour écouter les doléances éventuelles et pour rendre justice. L'armée du Ghana était composée de 18 grands généraux qui s'occupaient de la supervision des missions sur le terrain, puis un gouverneur militaire pour chaque province, afin d'assurer la paix au niveau local et régional, une sorte de police, ainsi que des officiers aux commandes de 200 000 fantassins, 40 000 chevaliers, ainsi que des éclaireurs. Il existait aussi une garde impériale formée de féroces guerriers prêts à défendre le roi en toutes circonstances. Pour ce qui est de la succession, vous allez voir, c'est assez loufoque. En fait, elle était matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est le fils de la sœur du roi, donc son neveu, qui lui succédait. Cela pour assurer que le successeur était bien de sang royal. Car si l'on est toujours sûr d'être le frère de sa sœur, on n'est pas toujours sûr d'être le père de son fils. C'est une pratique qui semble assez courante à cette époque. Le tribunal royal était situé dans le quartier animiste de la capitale Kumbi-Salé, où résidait le roi. Les prisons du roi étaient situées dans les bois de ce même quartier. La justice était régulièrement rendue avec l'épreuve de l'eau. Je vous explique. C'est-à-dire que tout homme qui nie avoir une dette, qui est accusé de meurtre ou de tout autre crime, est amené devant le prévôt, qui prend un morceau très mince d'un espèce de bois dont le goût est âcre et amer, qui ensuite le fait infuser dans autant d'eau que cela lui plaît. Et il oblige l'accusé d'en boire. Si l'estomac de cet homme rejette le breuvage, on reconnaît que l'accusation est mal fondée. Si au contraire la liqueur y reste, on jugera le prisonnier comme coupable et il sera donc puni. Méthode assez désuète, je dois l'admettre. D'après les historiens, la trop grande expansion
ainsi que les relations avec le monde arabe marquèrent les débuts des hostilités. L'armée du Ghana était clairement en perte d'unité face aux avancées des Almoravides, qui étaient des moines guerriers berbères. Donc ils perdèrent le contrôle du Sahara et des routes commerciales du nord. Ce qui fut un coup dur, car sans le commerce, qui faisait en grande partie la richesse du Ghana, l'empire s'affaiblissait. En 1087, après une longue guerre, ils ont réussi à conquérir la capitale, Kombi-Salé. Puis par la suite, un royaume vassal, le Sosso, profita du chaos pour récupérer à leur tour la capitale et réclamer le pouvoir. Face à cette instabilité, certaines provinces se révoltèrent et le démantèlement fut inévitable. Le royaume du Ghana décline alors progressivement. Les royaumes annexes, tels que le royaume de Diarra et de Sosso et du Mali, acquièrent leur indépendance, et le vaste empire du Ghana ne se limita bientôt plus qu'à son royaume originel, le petit royaume du Ouagadou. Néanmoins, les traditions locales sont unanimes pour attribuer le déclin du royaume et la dispersion de ses habitants au dessèchement du Ouagadou et à la famine qui en fut la conséquence. Il est probable que ces circonstances eurent en effet beaucoup d'influence sur la fin de l'Empire, en plus des batailles et pillages successifs dont la ville fut l'objet de la part des Almoravides. Disons que l'ombre du dieu serpent Ouagadou semble planer au-dessus de cette désolante chute. Voilà, nous avons parcouru les différentes facettes de l'Empire du Ghana. De sa légende du dieu serpent à son histoire, son commerce florissant, sa civilisation avancée et sa spiritualité profonde. L'Empire du Ghana a laissé un héritage durable en Afrique de l'Ouest, influençant les futures civilisations qui ont émergé dans la région. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'histoire de cet empire fascinant. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos sur l'histoire passionnante de l'Afrique.